Hello les Illustros et bienvenue dans ce nouvel épisode du petit podcast qui sera entièrement consacré à Fear Street Prom Queen. Alors oui, c'est vrai, je m'y prends un petit peu tard puisque ce long métrage est sorti il y a un bon moment déjà, mais j'avais tout de même envie de vous en parler parce que ça faisait longtemps que j'avais pas parlé de cinéma d'horreur sur cette chaîne. Longtemps est égal à seulement 2 semaines. Oui, bon écoutez, j'adore le cinéma d'horreur. Bienvenue dans le petit podcast et bonne écoute. Put the music back on. I'm gonna cut the bitch that did this. Fear Street Prom Queen est sorti le 23 mai 2025 sur Netflix, il dure 1h28 minutes, c'est bien entendu de l'épouvante horreur, et c'est réalisé par Matt Palmer, c'est-à-dire que la réalisatrice des 3 premiers opus, à savoir Leigh Janiak, ne revient pas cette fois-ci à la réalisation, mais elle ne revient pas également à l'écriture. C'est toujours d'après l'œuvre de R.L. Stein, mais cette fois-ci au scénario nous retrouvons Matt Palmer, qui est donc également réalisateur du projet, mais aussi Donald McLeary. Au casting, nous retrouvons India Fowler dans le rôle de Laurie Granger, Susanna Son dans le rôle de Megan Rogers, Fina Straza dans le rôle de Tiffany Falconer, décidément tous leurs noms de famille se finissent par Ella Rubin dans le rôle de Melissa McKendrick, une exception, et nous n'oublions pas Lily Taylor ainsi que Catherine Waterston qui viennent faire coucou. Mais alors, les Illustros, que nous raconte cette 4e histoire de Fear Street ? Dans la ville de Shadyside, dans l'Ohio, le bal de fin d'année approche. Les filles populaires se lancent dans la course à la couronne. Bientôt, des filles commencent à disparaître mystérieusement. You having a good night? Et donc, j'avais envie de vous parler de ce 4e opus parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui sont là depuis un certain moment sur la chaîne, mais l'année dernière, durant le mois Halloween 3, j'avais consacré tout un épisode du petit podcast à la trilogie Fear Street qui avait marqué pas mal de personnes lors de sa sortie sur Netflix à l'époque. J'avais moi-même passé un très bon moment devant cette trilogie que je trouvais particulièrement intéressante dans sa construction, mais également dans la manière qu'elle avait à chaque nouvel opus de s'approprier ou de renouveler certains codes spécifiques de l'horreur pour offrir un divertissement sacrément bien tenu entre hommages sincères et nouveautés plaisantes. Et évidemment, les Fear Street ont marché sur la plateforme, ce qui a encouragé Netflix à mettre en chantier la production d'une ou plusieurs suites. Et dans l'idée, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais cette volonté d'offrir des suites à Fear Street, de continuer à raconter des histoires mystérieuses et inquiétantes s'étant passées dans la ville de Shadyside, je trouvais ça loin d'être idiot, tellement il y avait un bon terreau. Le souci, c'est que le bon terreau, il avait été apporté par une personne en particulier, à savoir Leigh Janiak, qui avait donc participé à l'écriture des 3 premiers volets, et surtout réaliser les 3 premiers volets. Leigh Janiak, c'est une réalisatrice qui avait une certaine expérience, notable ou non, ça c'est aux spectateurs et spectatrices de décider, mais le fait est qu'en 2014, elle avait réalisé le long métrage Honeymoon, qu'ensuite elle a participé à la réalisation d'épisodes de la série Scream, puis de la série Outcast, avant de débarquer sur Fear Street. Là, Matt Palmer, le scénariste et réalisateur de ce nouvel opus de Fear Street, et bien avant, en 2018, il a réalisé un long métrage qui s'intitule Calibre. En 2021, il a été question de Seafog Remake US, et alors si on remonte bien plus loin, en 2000, il a été réalisateur de second équipe sur le film Redemption. Et puis c'est marre. Leigh Janiak, notamment avec la série Scream que j'ai vue, elle avait déjà expérimenté une façon de jouer avec certains codes spécifiques de l'horreur. Tu peux donc imaginer que c'est pour cela que Netflix est allé la chercher pour participer à la conception des 3 premiers opus de Fear Street. Matt Palmer, t'as plus l'impression que Netflix est allé le chercher en lui disant « Hey, salut, ça va? On sait que t'as aucune expérience dans le domaine, mais t'inquiète pas, ça va très bien se passer si tu fais exactement tout ce qu'on te dit de faire. Parce que tu comprends, nous Netflix, on a déjà sorti les 3 premiers opus de Fear Street, donc nous, le domaine Fear Street, on le connaît par cœur. Rassure-toi, allez viens. Vous êtes sûr Netflix que vous connaissez le domaine Fear Street? Parce que vu la gueule de ce 4e opus, je suis pas sûr. Puisque oui, bien entendu, Fear Street Prom Queen est l'opus de trop, parce que... Waouh!
Qu'est-ce que c'est nul? Premièrement, parce que par rapport aux 3 premiers opus, celui-là est d'une ringardise totale, et ce, dès les premières minutes. Je vais prendre en exemple l'utilisation de morceaux musicaux connus de l'époque. Là où dans les 3 premiers opus, quand il y avait l'utilisation de morceaux musicaux connus, c'était pour refléter le contexte d'une époque, ou refléter le contexte d'une histoire, ou refléter le contexte d'un développement de personnage. Ici, on est beaucoup plus dans ce que fait de temps en temps Stranger Things, et d'ailleurs c'est très énervant, c'est-à-dire balancer plusieurs morceaux musicaux connus, mais ça ne va strictement rien raconter. Ça va juste être là pour créer une bonne playlist Spotify. Et je suis désolé, ça, ce n'est pas du cinéma pour moi. C'est juste ultra vain comme démarche. C'est nul, deuxièmement, parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas eu de budget. C'est-à-dire que dans les 3 premiers opus, oui, je sais, je compare beaucoup aux 3 premiers opus, mais pour moi, il n'y a rien d'anormal à comparer ce 4e opus aux 3 opus qui le précèdent. C'est même parfaitement logique, selon moi. Eh bien, dans les 3 premiers opus, tu avais une certaine multiplication des décors qui plus est, qui étaient vraiment bien filmés, iconisés, mis en vie. Là, allez, je vais être gentil, il y a 4 décors qui se battent en duel, mais en plus de ça, ils ne sont jamais intéressants plastiquement parlant, puisque tu as l'impression qu'ils ont été conçus en une après-midi tellement ils ont peu de détails. Et alors, le pire dans tout ça, c'est que s'il y a des détails, eh bien, on ne les voit jamais, parce que les personnages, dès qu'ils rentrent, notamment dans cette grande salle de bal, eh bien, ils sont en permanence filmés avec un flou d'arrière-plan vraiment dégueulasse, et qui est beaucoup trop courant sur les productions Netflix. C'est nul. Troisièmement, parce que, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé à l'écriture ? Pour que ça soit aussi cliché, insupportable, peu inspiré. C'est-à-dire que dans les 3 premiers opus, oui, j'y reviens encore, eh bien, à l'écriture, il y avait ce parfait mélange entre cette volonté, dans un premier temps, de retrouver l'âme des vieux slashers, puis, dans un deuxième temps, de la coordonner à une dynamique bien plus actuelle, portée sur la façon dont on a eu, au fur et à mesure des années, de réinventer la mythologie des slashers. Là, au sein de l'écriture, c'est tellement en retard, mais partout, que ça soit dans la manière dont le scénario ne cesse de se regarder dans le miroir, dans la manière dont certains twists sont amenés et soit tu les as vus venir, soit ils n'ont strictement aucun sens. Je pense notamment au tout premier twist où l'un des personnages va réaliser une action qui n'a aucun sens. Ça n'a aucune raison que ce personnage agisse de la sorte, sauf si il veut faire foirer sa mission. Et dans ce cas-là, c'est un agent infiltré. Ça va être assez cruel ce que je vais dire, mais je le pense sincèrement, j'ai l'impression que ce long-métrage aurait dû être écrit, tourné et sorti il y a 40 ans. Là, peut-être que on aurait été plus tendre avec lui. Mais actuellement, ce n'est juste pas possible. Même à la fin, quand on te dévoile qui est le grand méchant derrière tous ces assassinats, eh bien la personne qui interprète ce grand méchant a beaucoup de mal à délivrer son texte de façon crédible. En même temps, je la comprends, le texte est tellement caricatural et dépassé. En fait, j'ai l'impression qu'avec ce 4e opus, il s'est passé exactement la même chose qu'avec la saga Hellraiser à l'époque. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, dans la saga Hellraiser, ils ont arrêté d'écrire des scénarios pour Hellraiser. Ce qu'ils ont fait à la place, c'est qu'ils ont récupéré des scénarios qui n'avaient rien à voir de base avec cet univers, sauf que ils y ont rajouté quelques ingrédients pour faire semblant. Et là, j'ai l'impression qu'il s'est passé la même chose, que de base, le scénario de ce Prom Queen n'avait rien à voir avec l'univers de Fear Street, mais ils y ont rajouté quelques éléments, comme le fait que ça se passe une nouvelle fois à Shadyside, mais encore une fois, ça n'apporte rien que ça se passe à Shadyside. Il n'y a aucune connexion avec les 3 précédents opus. Ou alors, s'il y a des connexions, elles sont ultra artificielles parce qu'elles sont au travers de dialogues ultra poussifs, ultra en mode clin d'œil. Et puis, niveau mise en scène, vous l'avez très bien compris, c'est très peu inspiré, comme toutes les scènes de meurtre d'ailleurs, qui sont assez risibles pour être honnête, à part peut-être la toute première. Où là, ok, je note qu'il y a un jeu d'ombre, de lumière, et il y a ce personnage qui essaye d'ouvrir une porte alors qu'il a plus de main. C'est assez rigolo, ça marche. Mais sinon, on souffle devant ce 4e opus qui sonne plus comme une parodie, comme un scary movie. Voilà, j'aurais pas trouvé mieux comme fin de phrase concernant mon avis sur Fear Street Prom Queen. C'est un scary movie, et c'est pas très plaisant.
Et donc voilà, c'en est tout pour cet épisode du petit podcast. J'espère qu'il vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et pourquoi pas vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Je tiens un nombre incalculable de réseaux qui sont disponibles en description. N'hésitez pas à aller me suivre dessus car je suis très présent. On se retrouve très prochainement pour parler DVD et Blu-ray. Maintenant, je m'en vais côtoyer d'autres univers et je vous dis salut!